41 a un cockpit fermé, le volant est en dessous plus bas. C'est un petit peu moins confortable qu'une RT40 qui a un volant beaucoup plus haut et qui est un petit peu plus facile à conduire. Pour nous parler des autres différences entre la RT40 et la RT41, Bertrand Godin et Alexandre Tagliani. La principale différence, c'est l'empattement, distance entre la roue d'avant et arrière, et la voie qui est la largeur des roues d'en avant. Donc, ce qui arrive, c'est que la suspension avant est un peu plus courte et un peu plus étroite qu'une RAL 41, et la géométrie est différente car les points d'attache sont situés à l'extérieur du châssis et non au milieu. Et puis, ce qu'on devra faire, c'est essayer de se rapprocher beaucoup plus d'une suspension de RAL 41. Il y a des modifications qui sont applicables aux deux voitures et Bertrand est là pour nous en parler. Ce que l'on retrouve sur la RT40 comme sur la RT41, il s'agit des ailerons arrière. Donc, si on compare l'élément inférieur de l'aileron, qui avant était en aluminium, maintenant nous la retrouvons en fibre de carbone, et aussi l'espace entre l'aileron inférieur et supérieur qui est réduite. Si l'on vient sur les côtés latéraux, on a des sillons sur les côtés qui nous permettent de dégager l'air derrière le pneu, ce qui nous permet de gagner un petit peu en ligne droite. Et naturellement, le fameux museau, le museau avant qui a été remonté parce que avant on voyait le nez descendre, ce qui faisait en sorte que moins d'air allait dans les tunnels, ce qui nous donnait peut-être un petit peu moins d'appui aérodynamique. Mais bon, tous ces ajustements-là, toutes ces modifications-là font en sorte que la RT40 est aussi compétitive que la 41. C'est sans doute pour cette raison que Jerry Forsythe a décidé d'y aller avec la RT40. Il faut dire qu'il possédait déjà un de ses châssis. Et étant donné qu'il est un des principaux actionnaires de la série, il a peut-être voulu prouver au reste du monde qu'il pouvait gagner avec du vieux matériel. Eh bien, merci messieurs. Bertrand, un circuit que l'on connaît de plus en plus maintenant, deux endroits rapides. Oui, deux bonnes lignes droites pour effectuer des dépassements au freinage au bout de ces lignes droites et des virages dangereux aussi pour des incidents, virage numéro 1 et 6, et peut-être à surveiller l'épingle aussi avant la ligne droite des puits. Absolument. Alors donc, parmi les pilotes à surveiller, il y aura Alex Barron, le pilote recru à bord de la voiture de l'écurie Lynx qu'on aperçoit en piste. Oui, les pilotes n'ont eu que 15 minutes pour se qualifier. Il n'y a eu qu'une seule séance samedi matin, 30 minutes divisées en deux groupes. Tellement il y avait de voitures, 45, seulement 36 se sont qualifiés. Alors donc, superbe performance pour Alexandre Tagliani qui se retrouvera en troisième position. Du bon côté, comme on dit, en deuxième ligne. Ça peut parfois être un avantage. Tu l'as dit, le virage 1 est invitant, au départ particulièrement. Une belle performance, d'autant plus qu'il avait eu des ennuis vendredi avec sa boîte de vitesse lors des essais des bas. Et Bertrand Godin qui se retrouvera, lui, en 12e position. Alors, c'est quand même pas la catastrophe. On sait que ces épreuves, habituellement, à Long Beach, sont très taxantes. Il y a beaucoup d'incidents. Donc, il pourrait remonter le peloton. Oui, il a pris des réglages différents de ceux de Tagliani. Ça n'a peut-être pas fonctionné à Long Beach. Alors, on verra ce que ça va donner, donc, pour cette épreuve qui sera lancée dans quelques instants. Restez avec nous, nous serons de retour. Alors, après une épreuve, c'est Anthony Lazzaro, évidemment, avec sa victoire qui domine avec 20 points. Memo Gidley à 16 points maintenant. Il a terminé deuxième. Montgomery, Barbosa et Godin suivent dans l'ordre. Alexandre Tagliani a récolté 8 points. Tagliani qui a fait un petit pari avec ses mécanos. Il a dit « Je me rase les cheveux si je ne suis pas en première ligne. » Va-t-il tenir promesse? C'est ce dont Didier nous parle. Alors, on va aller dire un petit mot à Alexandre Tagliani. Alexandre, finalement, est-ce qu'on va se raser la tête ou pas? Non, mais je pense qu'on a eu une entente, moi et puis le mécanicien avec qui j'ai fait le pari. Et puis, j'ai pas pu terminer la qualification avec un bris mécanique. Et puis, étant donné que pendant la qualification, on a eu la pause pendant au moins 80% de la qualification, on a eu une entente comme quoi je vais me couper les cheveux, mais pas très court. Alexandre, c'est la bonne? Je pense que oui, je pense que l'équipe Players Forsythe a fait un excellent travail hier. On a réparé tous les problèmes qu'il y avait sur la voiture et puis ce matin en qualification, la voiture elle se comportait très bien sur la piste. Il suffit de savoir si tout va bien se passer avec 36 voitures sur la piste. Bonne chance, Alex. Alors finalement, il n'y aura pas de tête rasée pour Alexandre Tagliani, mais je pense que la principale raison, c'est que les officiels, ou plutôt les dirigeants de chez Players ont dit « C'est pas une bonne idée, Alex. » Non, c'est peut-être pas une bonne idée. Et les cheveux de Jacques Villeneuve mettent une éternité à repousser, Bertrand, après son pari avec Jock Clear. Il faut dire aussi que la voiture d'Alexandre a été aspergée de l'eau bénite de grand-maman Tagliani. Alors là, on va voir si ça aussi va contribuer au succès d'Alexandre aujourd'hui sur la piste
de Long Beach. Alors, il y aura donc 38 voitures au départ. Il y en a 2 qui ont été admises comme choix du promoteur de l'événement. La pole appartient à celui qui court chez lui, finalement. Case Montgomery, il a toujours été très fort sur ce circuit urbain de Long Beach. Il aura à ses côtés Alex Barron. On vous l'a dit, lui aussi, c'est un Californien. Il est affamé, à surveiller aujourd'hui. En quête d'une première victoire, Alexandre Tagliani, âgé de 24 ans, sera donc en deuxième ligne. À ses côtés, un pilote que l'on voit de plus en plus progresser vers les hauts échelons, Anthony Lazzaro. Memo Gidley, qui a connu une entrée en matière assez percutante, et c'est vrai dans tous les sens du terme, on vous en reparlera. Notre vétéran canadien Kenny Weldon partira à ses côtés. João Barbosa, 21 ans seulement, il est à surveiller, un pilote portugais pour l'écurie RDS, et Steve Knapp, un pilote du Wisconsin, qui partira à ses côtés, voiture numéro 85. Tony Harvey, pilote d'expérience qui avait fait une entrée en matière spectaculaire lui aussi l'an dernier, aura à ses côtés Robert Solenskog, âgé de 26 ans. Bill Oberlin, un autre nom à retenir qu'on a souvent vu lutter avec les favoris et les meilleurs. Et Bertrand Godin partira donc en 12e. On retrouvera par la suite des vétérans, Charles Neerberg et Chuck West, David Pook et Michael David. En 9e ligne, Joe Sposato et Jared Schrader. Encore une position décevante pour Schrader. Eric Lang et Ian Bland seront en 10e ligne. En 11e, pilote canadien Cam Binder et Ted Saley à ses côtés. Bob Siska et Peter McLeod par la suite. David Cutler et Steve Forer. Frank Hollers, le pilote canadien le meilleur en classe C2, avec John Brooks. Par la suite, on retrouve Akase et Hidalgo, Vosloo, Simpson, Gaffolio et Brondo, Ferguson et Asbury. Et les 2 pilotes qui ont été autorisés à prendre le départ, Gary Peterson et Leo Parente. On aperçoit les records. Richie Hearn détient celui en qualification et en course, c'est Jacques Villeneuve. Alors, les voitures qui complètent le tour de formation, on voit que déjà la piste est glissante à certains endroits, particulièrement à la sortie de ce virage, Bertrand. Il faudra se méfier. Les vainqueurs précédents, c'est une liste quand même assez relevée, comme vous le constatez. Claude Bourbonnais avait gagné là en 93. Mark Dismore, Joby Marcello, de regretter mémoire maintenant. Dismore avait gagné aussi en 90. Et Hiro Matsushita en 1989. Alors voilà, les voitures qui reprennent leur position. Je vous rappelle que dans cette série, c'est un départ arrêté avec feu rouge et feu vert. Les voitures sont donc lancées, ce qui crée en soi un environnement intéressant sur ce circuit urbain de Long Beach. Et nous allons procéder à ce départ depuis la voiture de Joe Sposato. Voilà, on roule dans les rues de Long Beach. Voyons voir ce qui va se passer devant. Beaucoup de circulation, il y a des voitures qui sont coincées. Et vous l'avez vu depuis la voiture de Sposato également. Heureusement, il n'y a pas eu de contact. Voilà Alexandre Tagliani qui se présente et vient réussir à voler la 2e place à Lazzaro. Il y a de belles bagarres également derrière qui impliquent les 2 voitures Lynx, pendant que Sposato, lui, a tout simplement vu d'autres pilotes le passer. Il a perdu quelques positions. Au départ spectaculaire de la part d'Alexandre Tagliani qui roule maintenant 2e. Alors voilà donc la voiture immobilisée, celle de Michael David, dans un endroit qui est quand même assez dangereux, Bertrand. Oui, oh. Attention là, Oui. par l'extérieur. Oh, oui, Lazzaro qui réussit à revenir devant Alexandre Tagliani. Et les 2 pilotes de Lynx Racing suivent toujours derrière. On roule avec Lazzaro maintenant. Et est-ce qu'on aura drapeau jaune complet, Oh. Bertrand? Pour l'instant, c'est localisé, Pierre, puisqu'on continue à pleine vitesse. Heureusement, la voiture de David n'est pas directement dans la ligne normale de course. Celui qui a le plus perdu, c'est Barron, qui était 2e, s'est fait prendre par Tagliani au départ. Absolument. Alors donc, Montgomery, on roule avec le pilote californien sur ce circuit sinueux, exigeant, très étroit comme tous les circuits urbains. Ouais, où il a gagné l'an passé, d'ailleurs, dans sa ville natale. Et c'est là qu'il a eu la piqûre du sport automobile, c'est en allant voir des courses à Long Beach dans sa jeunesse. Long Beach est de tradition dans le monde du sport automobile. La F1 y a roulé. Oh, Montgomery, la main levée, ça veut dire qu'il ralentit, donc neutralisation des drapeaux jaunes fixes tout autour du circuit pour dégager la voiture de Cutler, semble-t-il. Bon,
C'était un peu à prévoir dans les circonstances. Il n'y a quand même pas de chance à prendre lorsqu'il n'y a pas d'espace pour dégager la voiture. On n'a beau pas être dans la ligne directe de course, il reste quand même que c'est un obstacle dont on peut se passer. Alors donc, ce sera neutralisation de l'épreuve alors qu'on complétait le deuxième tour. Ce sera donc à la relance Case Montgomery. Par la suite, Anthony Lazzaro et Alexandre Tagliani. On revoit le départ. Vous regardez à droite de l'écran, Barron qui s'élance très lentement, se fait passer par deux voitures, Lazzaro et Tagliani. Et en arrière, c'était serré, tout près du mur. Ah oui, puis 3 ou 4 de large, Ouais. à part de ça. Départ arrêté, on l'a dit souvent, ça crée ce genre de situation. Alors, la course est donc neutralisée après 3 tours. Voici les positions. Nous serons de retour dans quelques instants avec la relance de l'épreuve. À tout de suite. De retour à Long Beach, voici la position après 4 tours. Une course qui a été neutralisée et qui sera relancée immédiatement. Le verre est agité et on roule à nouveau. Attention, Montgomery a semblé connaître un départ plutôt ordinaire. Là, il y a une voiture qui dérape. C'est Eric Lang. Est-ce que Lang va pouvoir laisser le passage? Voyons voir. Regardez les bagarres. Lazzaro. Il y a Tagliani à l'intérieur. Case Montgomery est coincé. Et il vient d'être relégué en 3e. Et là, c'est peut-être pas le meilleur moment pour faire connaître son mécontentement à d'autres adversaires. Quoi qu'il en soit, on voit Tony Harvey, on voit Joao Barbosa. Et il y a également Wilden qui réussit à passer. Les deux voitures Lynx, finalement, ont été piégées aussi dans toute cette séquence. Ouais, c'est Barron qui ralentit. Il a touché l'arrière de la voiture de Montgomery. C'est pourquoi Montgomery lui a montré le point. On voit Barron qui roulait au ralenti, s'est fait dépasser par tout le monde. Bon, alors, on va revoir la relance de l'épreuve. Ouais, c'est Montgomery qui prend beaucoup de temps à peser sur l'accélérateur. Les autres, Lazzaro, pilote d'expérience, il a pensé à accélérer plus tôt que Montgomery, tout en faisant attention de ne pas dépasser avant le drapeau vert, ce qui aurait été une infraction. Mais il s'est donné une bonne accélération et a pu passer facilement Montgomery. Tagliani l'a suivi aussi dans le virage numéro 1. Alors déjà, tout un revirement après la relance de l'épreuve. Et là, regardez Tony Harvey qui se présente. Alexandre Tagliani va voler l'intérieur Anthony Lazzaro. Superbe manœuvre, très propre et techniquement, en tout cas à l'œil, technique parfaite. Et Alexandre Tagliani prend la commande de l'épreuve de Long Beach. On roule avec Anthony Lazzaro. Voici les deux bagarreurs pour la position de tête. Et déjà, on relègue un peu plus loin derrière cette lutte pour la 3e. À nouveau à bord de la voiture d'Anthony Lazzaro. Oui, Tagliani lui a collé quelques longueurs de voiture tout de suite après l'avoir dépassé. Et là, attention, c'est Barbosa là qui vient faire la barbe, si vous me permettez ce petit jeu de mots, à Case Montgomery. Il y a de belles luttes également derrière. Là-dessus, on nous dit que Didier Scranen a des nouvelles à propos de Alex Barron. Alors, il a eu contact pour Alex Barron. On voit qu'on est en train de faire la réparation. C'est la barre qui, normalement, assure la direction de la voiture qui est touchée. Elle est présentement manquante. C'est elle qui devrait être branchée ici dans un instant si on réussit la réparation. De retour à vous, on voit ici également que le porte-moyeu est brisé. Bon, alors ça va pas très bien. Et comme l'a dit Bertrand, ce contact-là explique tous ces déboires pour Alex Barron. On roule à nouveau avec Case Montgomery. Très important, nous disait Alexandre Tagliani avant la course, de pouvoir bien profiter des vibreurs. À Long Beach, on peut gagner des fractions de seconde, quelques mètres supplémentaires également d'avantage sur les adversaires. D'où l'importance des ajustements des ressorts. Avec Montgomery, on le voit très bien. À la limite, il y a évidemment ces cônes orange qui délimitent l'endroit où on peut aller et où on ne peut pas aller finalement. Au virage en épingle, on complète un autre tour. On aperçoit Tony Harvey, Joao Barbosa, Case Montgomery qui roule maintenant derrière ces deux-là en 6e position. 5e. Barbosa qui aurait l'argent pour faire des 8 courses canadiennes serait remplacé par un pilote canadien pour des épreuves disputées au pays. Tony Harvey qui... dérapage, mais pas contrôlé tout à fait. Et Barbosa en profite. Mais est-ce que Harvey aura l'intérieur? Non, Barbosa est là. Toute petite dérobade de la voiture qui lui fait perdre une place. C'est ça le sport automobile de pointe. Et regardez Montgomery à nouveau qui revient immédiatement du côté gauche. Montgomery qui
qui se présente là. Il regarde vers la droite ce qui se passe. Oh, Montgomery qui perd le contrôle. On a l'impression, Bertrand, qu'il s'est probablement lui-même placé dans cette situation fâcheuse. Oh, il va perdre plusieurs places. Il va réussir à reprendre la piste, mais le dommage est fait. Oh là là! Donc, il se retrouve très loin. Pour l'instant, il est derrière Ted Saley. Voiture numéro 11. Pierre. Il tente de faire l'extérieur devant son adversaire. Va se placer devant pour le bloquer. Mais il retarde probablement trop son freinage. Et voilà. Bloque les roues arrière au freinage. Tête à queue. Oh. C'est un pilote d'expérience à sa 3e saison. Ouais, en revoyant la course, il va s'en vouloir. Il n'y a pas de doute là-dessus. Et heureusement, on a réussi à l'éviter parce qu'il y aurait pu y avoir d'innocentes victimes derrière. Alors, la remontée sera difficile. Et là, il y a d'autres ennuis. C'est Dennis Asbury, celui-là. Voiture numéro 16. Voyons voir la position. Ben, c'est à peu près au même endroit qu'on a vu au départ, Michael David. Donc, pour l'instant, les voitures ont le chemin libre à la gauche de la voiture de Asbury. Et Alexandre Tagliani, donc, qui mène cette épreuve de Long Beach. Après un dépassement superbe, techniquement parfait et un très beau dérapage contrôlé. On a l'impression de reconnaître l'un des conseillers importants d'Alexandre Tagliani, Richard Spenard, le roi du dérapage contrôlé. Alors, Didier Scranun et les pilotes players nous ont parlé des modifications à cette Route RT40 d'origine. Et Alexandre nous mentionnait l'aileron avant, entre autres, qui est en position plus avancée que les voitures de production normales qui sont achetées par les pilotes. Alors donc, tout ce travail de développement qui se fait en Formule Atlantique, donc un aileron avant en position plus avancée. Écurie Lynx aussi a travaillé en ce sens. Alors oui, c'est des voitures monotypes, mais on peut faire du développement. C'est une très belle voiture à l'œil et je trouve que le museau relevé à la roquette... Oh, il y a eu contact! C'est-à-dire les voitures sont encore plus belles. Oh, il y a Bertrand Godin qui semble impliqué là-dedans. Absolument, on l'aperçoit. Il y a Cam Binder, il y a Jared Schrader, il n'y a plus de place pour personne derrière, si ce n'est qu'un petit espace. Et là, il y a un autre problème, c'est Rick Ferguson, celui-là qui semble avoir tout simplement perdu le contrôle. Et ça, c'est un incident séparé. Il n'est pas au même endroit. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Ça semblait à la sortie du virage en épingle. Alors, regardons. Oh, Godin qui part en tête à queue, immobilisé à l'intérieur de la piste. Tout le monde va vers l'extérieur. Il tente de repartir et... Oh, c'est là qu'il a été frappé. Ouais. Oh là là! Et Schrader qui a été frappé Binder à l'arrière. Et là, mais la piste est presque bloquée. Et bien voilà, ça, c'est la Ferguson, reprise de l'incident de Rick Ferguson. On perd le contrôle au freinage, tape le mur et va s'immobiliser dans le mur de pneus. Ouais, il a carrément sauté sur des freins pour éviter la voiture qui avait devant. Oui, il arrivait trop vite sur la voiture qui était devant lui. Et on voit que cette zone de dégagement est là pour ça. Alors heureusement, ça permet qu'il y ait beaucoup plus de sécurité. Là-dessus, Didier a des nouvelles de Bertrand Godin. Alors, si pour Bertrand Godin, malheureusement, ça ne va pas très bien, lui qui a créé cet embouteillage là-bas du côté de l'épingle. Pour Alexandre Tagliani, ça va fort bien, merci. Vous avez peut-être remarqué que la voiture était passablement survireuse. On a demandé d'ailleurs à son équipe s'il s'est plaint du comportement de sa voiture. Non, il ne dit absolument rien. C'est sans doute qu'Alexandre a un style bien particulier, bien à lui, qu'il est très agressif et qu'il fait sans doute patiner, peut-être pas volontairement, mais avec un peu d'agressivité sur le champignon, les roues arrière de sa Route RT40. Merci Didier, et puis je pense que c'est aussi représentatif du travail de toute l'équipe. Oh, drapeau rouge! La course est arrêtée, carrément. On jugeait donc qu'il y avait danger trop grand. Trop de voitures immobilisées sur la piste dans le virage en épingle. Oh, ça veut dire que tout le monde revient au quartier général. Hein? Alors voyons voir ce que ça aura comme incidence sur la suite des événements. 11 tours sont complétés à Long Beach. Nous serons de retour dans quelques instants.
Le principal objectif du programme de développement des Pilot Players est d'aider les pilotes à grimper les échelons du sport automobile et à atteindre les plus hautes sphères de la course. Les 3 pilotes de Formule Atlantique ayant bénéficié du support du programme l'an dernier visent encore plus haut cette saison. Patrick Carpentier, le champion en titre de la série Players Toyota de Formule Atlantique, a atteint la série mondiale kart et pilote pour l'équipe Bettenhausen. Lee Benton, deuxième au championnat de Formule Atlantique l'an dernier, est passé à l'Indy Lights pour l'équipe Players Foresight. Alexandre Tagliani, intégré à la nouvelle équipe Players Foresight, vise le titre à sa 2e saison en Formule Atlantique. À sa première année d'existence, le programme de développement des Pilot Players a réalisé ses objectifs et est prêt pour beaucoup d'autres succès. De retour à Long Beach, le drapeau rouge qui nous rappelle que la course a été arrêtée après 13 tours. Alexandre Tagliani est le meneur jusqu'à maintenant devant Anthony Lazzaro. C'est quand même assez rare qu'on voit un drapeau rouge aussi tard dans l'épreuve, mais je pense qu'on n'avait pas le choix, Bertrand, avec ce que l'on voit en reprise. Alors, la roue arrière droite de Godin touche le mur légèrement, ça le met en déséquilibre, il part en tête à queue. Tente de repartir, mais ouf. Il y a presque eu collision frontale. Heureusement, c'est à l'endroit le plus lent, finalement, du circuit de Long Beach. Alors, tout le monde a regagné la ligne des puits. On va en profiter peut-être, Bertrand, pour faire un petit tour d'horizon de certains aspects intéressants de cette série Cool Toyota Atlantique. Et dans cette série, toutes les équipes sont équipées des mêmes pneus Yokohama et du même moteur Toyota. Cependant, comme en cuisine, même si les ingrédients sont les mêmes, le résultat final varie selon la qualité de la préparation. Alors, regardons ce que ça donne sur le plan des moteurs. Le coût d'un moteur, 40 000 $ pour une écurie de pointe. Une écurie de pointe, on parle d'un budget d'environ 500 000 $, 600 000 $, contre une écurie avec un seul pilote qui fait un petit peu sa propre préparation de la voiture. Le nombre de moteurs par monoplace, 3 pour une grande écurie, seulement 1 évidemment pour une petite écurie. Coût total, vous voyez la différence déjà avant que la saison commence. Évidemment, il faut reviser ces moteurs tout au long de la saison. Quel est le prix d'une révision complète? Alors que le moteur est démonté, chaque pièce est vérifiée et remplacée au besoin. Mais pour la moitié du prix, on peut aussi procéder à ce qu'on pourrait appeler un simple rafraîchissement, si vous voulez. Alors, regardez aussi le nombre de révisions. Les grandes équipes, c'est à chaque course. Les petites équipes, à toutes les 2 courses pour sauver un peu d'argent. Et le coût total, regardez ce que ça donne. Les budgets sont énormes, évidemment, pour une grande écurie qui vise la victoire et le championnat. Le grand total, 182 000 $ contre 48 000 $. Évidemment, c'est le championnat contre une simple participation. Sauf qu'un moteur bien préparé, ça permet d'éviter des abandons comme celui de Case Montgomery à Montréal l'an passé. Et là, on parle d'un écart de 400 % entre les deux types d'équipes. Là-dessus, nous allons retrouver Didier Scranon. Il est en compagnie de Bertrand Godin. Comment on se sent finalement, Bertrand? On se sent triste. C'est sûr que Caroline, j'avais pris un bon départ. Tout allait bien. Et puis, l'équipe Players Foresight a tellement travaillé sur ma voiture que bon, je commençais à prendre un petit peu plus d'assurance. Mais il y avait tellement d'huile sur la voiture qui fuyait sur la voiture en avant de moi que j'ai dû enlever mon protecteur de visière dès le 3e tour. Par la suite, l'huile s'est amassée sur la visière. Et donc, quand je suis arrivé dans l'épingle, j'ai tourné un petit peu trop tôt. Le devant passait, mais l'arrière, disons que j'ai été surpris par la largeur d'Atlantique sur l'arrière. Et puis, par la suite, j'étais bien, mais je pense que c'est le même problème qu'on a vu lors de la course d'Homestead et lors des qualifications. Il n'y a pas beaucoup de gens qui respectent les drapeaux jaunes. Et puis, on ne s'est pas méfié. On est arrivé dans l'épingle comme s'il s'agissait de rien. Moi, j'avais pas le choix de faire mon demi-tour parce que ça m'avait mis en tête à queue. Donc, j'essayais de le faire. Et puis, bon, il y en a un qui est arrivé et je l'ai frappé. On s'en prendra à Nazareth? Certainement. 2 choses à signaler dans cet incident. Un, Bertrand était un petit peu impatient, aurait dû attendre un peu avant de repartir. Deuxièmement, les signaleurs n'ont pas fait leur travail. Il faut prendre en charge la situation, dire au pilote, ne bouge pas jusqu'à ce qu'on te fasse signe que la piste est libre et que tu puisses repartir. Bon, alors justement, est-ce qu'on pourra repartir? On a vu que les voitures sont revenues en piste derrière la voiture de tête. Le vert est donné, on roule à nouveau et Alexandre Tagliani était prêt, visiblement. Alors c'est relancé, Lazzaro qui l'a suivi immédiatement. Et attention derrière, AV, Barbosa, AV à la droite, Barbosa à la gauche de votre écran. Barbosa passe le premier au virage. On voit par la suite Bill Oberlin qui se présente. Belle prestation de la part d'Oberlin.
Memo Gidley qui est là aussi par la suite dans le coup avec Kenny Wilden, le pilote canadien. Ouais, Berlin qui était parti 11e, alors sur une belle remontée. Absolument, oui, superbe remontée. Il y a encore un incident, encore des ennuis. Il y a notamment Marcello Gaffolio qui est impliqué dans cette sortie de piste qui va, voyons voir, va-t-il encore entraîner une neutralisation de l'épreuve. Pour l'instant, on revient au virage en épingle. Il va très bon dans ce virage, hein. Il s'est vraiment rapproché de AV. Drapeau jaune, Bertrand. Et nous, on va en profiter puisque notre collègue Didier Scradden nous a préparé un reportage sur Richie Hearn, ancien champion de la série Cool Toyota Atlantique. Aujourd'hui membre de la série Kart, l'équipe de la Pena et son pilote Richie Hearn se sont surtout fait connaître grâce à la série Players Toyota de Formule Atlantique. C'est ici, sur le circuit de Long Beach, que Hearn remporta sa première victoire en Atlantique. De ces 2 années passées dans la série, on se souvient surtout des batailles répétées qu'il a livrées au Canadien David Imprignac. En 1994, c'est l'Ontarien qui rafle le titre. Mais Hearn se reprit l'année suivante, alors qu'à Trois-Rivières, il amasse 38 points sur une possibilité de 42 et finalement gagne le championnat de 1995. Après une année sur le circuit IRL, John Della Pena et Richie Hearn entreprennent une première saison complète sur le circuit kart. Hearn rejoint ainsi les Villeneuve, Vasseur, Ray Hall, Andretti et Carpentier qui, grâce à la série Atlantique, ont atteint les plus hauts sommets du sport automobile. It's gone well. I think Atlantics is a great stepping stone because of the downforce that the Atlantics produce, the drivability of those cars, and the competition is so tough that I think once you do enough testing in any car, it's not that hard. I mean, look at Jacques Villeneuve; he's done great, and Jimmy Vasser's done great, and I mean, most of the Atlantic graduates have really done good. Alors, il a évidemment fait l'éloge de la série Atlantique comme tremplin menant vers les plus hauts échelons. Il n'est pas le seul à l'avoir fait. Plusieurs autres, dont Jacques Villeneuve, sont aussi passés par là. La course est neutralisée. Nous nous arrêtons et nous serons de retour. Nous sommes de retour. Voilà le classement des 6 premiers. Ne cherchez pas Bertrand Godin. Il a été évidemment victime d'un tête-à-queue. Il n'est plus là. Le vert est donné. La course est repartie. Bon départ pour Alexandre Tagliani. Également pour les autres derrière. Anthony Lazzaro et Tony Harvey. On va donc se présenter l'un derrière l'autre au virage numéro 1. On roule avec Lazzaro maintenant. Et regardez aussi ce qui se passe derrière. Oberlin et Barbosa, tout près l'un de l'autre. Alors, il y aura de l'action d'ici la fin. Et ça, c'est Case Montgomery qu'on aperçoit. Montgomery qui orchestre sa remontée. On le voit en lutte avec Joe Sposato. Sans course en Formule Atlantique. Imaginez, il était là du temps de Gilles Villeneuve. Incroyable. Et on revient avec Lazzaro. Il a sa proie devant lui, Alexandre Tagliani. Qui, à mesure, Bertrand, que l'on va progresser dans cette deuxième portion d'épreuve, va peut-être commencer à y croire, mais va peut-être aussi commencer à ressentir ces drôles d'émotions qu'ont les meneurs dans une épreuve qui peut provoquer encore tellement de rebondissements sur un circuit comme Long Beach en particulier. Mais il a une voiture chanceuse puisqu'il conduit la voiture de Bourbonnais en 93. Qu'est-ce qu'il avait fait à Long Beach en 93? La victoire! Oui, on vous l'avait d'ailleurs précisé lors du petit tableau qu'on vous a montré précédemment. Barbosa a presque perdu le contrôle. Oui, absolument. C'est à la limite dans bien des cas. Voilà Tony Harvey, Barbosa, Oberlin. Memo Gidley que l'on suit maintenant. On reconnaît bien ces couleurs-là, évidemment. Qui étaient celles de Patrick Carpentier l'an dernier, quand il a réécrit le livre des records. À Didier maintenant. Ma parole, l'armada au grand complet du programme de développement Players est au rendez-vous. On va peut-être essayer d'interrompre un petit peu François Cartier qui est en discussion avec Greg Moore. Greg, what are you doing here? I'm just watching to see how my boys are doing out there. So, not going very good for Bertrand, but Alex is doing very good. Yeah, we just got out of a drivers meeting and I heard the Atlantic race had started, so I came down and I saw Bert standing here, and that's too bad. But it looks like Alex is doing a good job out there. And it's looking good for you too? Well, we hope so. We're going to do the best that we can, try and stay out of trouble and see where we end up. Ça va très bien pour notre ami Greg Moore dans la série kart, bien sûr. Lui qui, jusqu'à présent, est en haut du peloton. Il est tout simplement venu faire un tour, voir ses coéquipiers chez Players. Désolé, bien
que Bertrand soit dans les puits de ravitaillement, mais très heureux de la performance d'Alexandre Tagliani. Il y en a un qui est sûrement très heureux, c'est Joao Barbosa qui, pendant qu'on entendait les commentaires de Greg Moore, vient littéralement de voler cette place à Tony Harvey. Je pense que le mot n'est pas trop fort, Bertrand. Superbe course de Barbosa. Il va peut-être avoir un peu discuté lors des 2 prochaines courses. Ce sont des ovales. Il n'en a jamais vu un de sa vie, sauf ce qu'il a vu à Homestead. Mais on sait que la Formule Atlantique utilisait moitié ovale, moitié circuit routier. Il y aura peut-être des difficultés avec ses réglages. On a vu une voiture immobilisée en bord de piste, là. Alors on complète un autre tour, le 19e. Des problèmes pour la voiture numéro 5 de Yoichi Akase. Il a eu même un peu de difficulté à garder la ligne là, pour permettre le dégagement. Au moins, je pense qu'on va éviter le drapeau jaune cette fois-ci. Ouais, il y a presque eu contact entre Solenskog plutôt, et Kenny Wilden. Alors ça, c'est une superbe bagarre également qui est menée pour l'instant par Memo Gidley. Il y a donc Solenskog et Wilden. Alors pour les internautes, Bertrand, si vous voulez consulter le site du programme de Sport Automobile Players, vous avez vu l'adresse. Et si vous voulez également le site de la série comme tel, vous avez vu également ce que vous devez taper sur le clavier de votre ordinateur. Alors voilà donc cette lutte. Gidley, Solenskog, Wilden et l'autre est Steve Knapp, qui se retrouve également bien impliqué dans cette bagarre. Qui espérait avoir le volant Lynx, mais il dit qu'on l'a trouvé trop vieux, finalement. C'est un pilote au début de la trentaine. Et oh! Bon, qu'est-ce qui arrive? Gidley a-t-il des ennuis? On a vu Solenskog qui a réussi à passer facilement et par l'extérieur en plus. Très, même trop facilement. Peut-être des ennuis pour Gidley, ennuis mécaniques. Il ne s'est pas assez battu pour sauver cette place. Ouais, c'est ça. Il faut qu'il y ait une explication, forcément. Alors, Solenskog, donc, a réussi à passer. Wilden ne l'a pas fait, cependant. Toujours légèrement en repli. Et on voit Steve Knapp qui complète cette allure. Et c'est Case Montgomery, ma foi, que l'on voit apparaître. Et là, on roule avec lui à bord de sa voiture. Alors, sa remontée va bien pour l'instant. Il se retrouve en 10e position, si on fait le compte, au moment où on se parle. On a vu les meneurs passer. Alexandre Tagliani, Lazzaro. Voilà Barbosa qui s'amène également. Les trois dans la mire de notre caméra. Pardon, Bertrand. L'aileron avant de la voiture de Tagliani me semble un peu croche, si on me permet l'objectif. Encore... Bon, ça, c'est Oberlin, aux dépens de Tony Harvey. Alors, Harvey n'a peut-être pas une voiture parfaite non plus. Oberlin qui avait la plus vieille voiture Homestead, c'était la première Route RT40 construite, châssis 001. Aujourd'hui, il a la plus nouvelle Route RT40. Elle vient tout juste d'arriver d'Angleterre. Eh bien, d'une extrême à l'autre. On voit ce que ça donne. Absolument, il est tout à fait dans le coup. Alors voilà Oberlin, voilà Tony Harvey. Parce qu'à Oberlin à Miami, ça avait été difficile. La partie 10e, terminée 7e. Là, on est dans une réalité tout à fait différente. Il faut dire que la période a été extrêmement longue entre les deux épreuves. Il y en a qui ont eu et le temps et les ressources pour faire des essais, et d'autres, évidemment, qui ont dû s'en passer. On voit qu'Alexandre a une belle avance là sur Lazzaro, mais ce dernier doit se méfier de Barbosa, directement dans l'aileron arrière. Encore toute une prestation pour ce jeune pilote de 21 ans, Joao Barbosa. Et là-dessus, on nous dit que notre collègue Didier Scradin s'est déplacé tout près de l'écurie Players Foresight. Alors, on voit ici Jacques Collin, un des mécanos québécois de l'équipe Players Foresight, ami personnel d'Alexandre Tagliani, qui, comme on peut le constater, est passablement nerveux. On peut aller voir du côté également de Neil McElwright. Je ne sais pas s'il va pouvoir nous entendre. Neil, I'm sure that Alex is pretty nervous. How are you? I'm pretty nervous. The player's car is going very well right now. Alex is doing a fantastic job, but obviously this is only the second race that this team has had in this series, and it's pretty exciting stuff right now. Best of luck. Thank you very much. Alors, Neil McElwright qui dit c'est seulement la deuxième course de cette voiture passablement âgée. Vous avez peut-être mieux compris ses propos, puisqu'ici en bordure de piste, vous l'aurez constaté, c'est passablement bruyant de retour à vous. Oui, Didier, on va
venir à votre aide, il n'y a pas de problème. Il a dit qu'il est un peu nerveux, mais quand même, il a dit la voiture va bien, le pilote va bien. Alors, donc, il n'y a pas de signe d'alarme pour l'instant. Tout semble tourner comme une montre suisse. Italiani est rendu à sa 14e course en Formule Atlantique. Il a débuté l'an dernier une saison complète. Auparavant, il avait fait une saison en Formule Ford. Ça, c'est seulement 7 courses. C'est pas beaucoup pour apprendre. Et l'année d'avant, 94, une course Formule Ford, une course Formule 2000, c'était à Trois-Rivières, plus le championnat d'école de Shannonville. Alors, pas beaucoup d'expérience pour se retrouver en avant d'une course de Formule Ford dans une série qui est cette année très compétitive. Oh oui, sortie de piste ici. C'est Robert Solenskog. Oh, est-ce que c'est Tony Harvey qu'on a vu passer avec un moteur sauté, semble-t-il, Bertrand? Oh, ben ça, c'est un coup de théâtre, parce que ces deux-là étaient parmi les bons animateurs du spectacle jusqu'à maintenant. Ça sent la neutralisation encore avec un accident comme ça. Il faudra aller chercher cette voiture avec une dépanneuse. Et le pauvre AV, encore malchanceux. Regardons ce qui s'est passé. Oh, roue arrière complètement bloquée. C'est un ennui de transmission ou de frein difficile à évaluer, mais les roues n'ont jamais pu tourner. Hein? Oh non, ça a bloqué carrément. Et Solenskog s'est retrouvé là. Et regardez bien Tony Harvey qui va apparaître et le moteur a littéralement explosé. Alors, vraiment belle fin de journée pour Solenskog. On revient à bord de la voiture d'Anthony Lazzaro. Si la caméra nous fait regarder devant, Lazzaro, lui, sait très bien que dans le rétroviseur, il y a Joao Barbosa derrière depuis déjà plusieurs tours. Et c'est bien drapeau jaune. Oui. Alors, encore une fois, à l'image de leur grande sœur, la série kart, sur les 2 circuits urbains jusqu'à maintenant, plusieurs incidents, plusieurs neutralisations. Et ça devient difficile pour les pilotes qui doivent constamment reprendre à la case départ, réétablir leur position. Alors, on perd un petit peu de rythme avec tous ces incidents. Alors, nous, on va en profiter pour retrouver à nouveau notre collègue Didier Schraden. Didier, à vous. On a vérifié du côté de l'équipe Players. Il n'y a personne qui veut nous en parler officiellement, mais on nous a confirmé qu'il y avait bel et bien un boulon manquant. Donc, l'aileron tenait avec 3, peut-être 2, là, mais on s'est dit que ça devait tenir et qu'il n'y avait pas de problème à envoyer Alex Tagliani en piste avec cette petite défectuosité, si on veut. D'aucune façon, on aurait pris des risques quant à la santé du pilote présentement à bord de la voiture RT40 aux couleurs de Players. Alors, les mécaniciens avaient vu que l'aileron avant était amoché lors de l'arrêt de la course, mais on n'a pas le droit de faire de réparation lors d'un arrêt. On a jugé que la situation était correcte, on a envoyé Alexandre en piste. Heureusement, je comprends. On a beaucoup parlé de Joao Barbosa depuis le début de l'épreuve. Didier nous a préparé ceci. On s'est posé la question, mais qui donc est ce pilote qui, avec seulement une journée d'essai dans une voiture atlantique, à sa première expérience sur piste ovale, s'en est tiré avec une superbe 4e place lors de l'épreuve d'Homestead? La réponse, Joao Barbosa, un Portugais de 21 ans. L'an passé, à sa première saison en Formule 3 en Italie, il se classe vice-champion avec 8 podiums en 10 courses. Ce résultat lui vaut une journée d'essai chez l'équipe de Formule 1 Minardi le 28 octobre dernier. Incapable de réunir les fonds nécessaires à son passage à la Formule 3000 européenne, Barbosa se tourne vers l'Amérique. En septembre dernier, il assiste au week-end de course à Laguna Seca et vise la série Atlantique pour 1997, moins dispendieuse que l'Indy Light. En Europe, ils sont beaucoup pilotes avec beaucoup d'argent. Cette saison, je n'ai pas beaucoup d'argent et j'ai décidé de venir en Amérique. Donc, je pense qu'on peut faire bien ici parce qu'on s'en fait voir son talent. Ce n'est que 6 mois plus tard, soit une semaine avant la course de Miami, que l'équipe RDS de Toronto, anciennement Ethnicad, lui donne la chance d'essayer la voiture atlantique. On connaît la suite. Well, I like to compare it to a person that I like very much, it's Patrick Carpentier, but you know, they are 2 different talents, 2 different way of driving, and we see. I hope he is giving us the result that Patrick did. Alors, M. Dichardi qui nous parle de son jeune pilote, Joao Barbosa, il a dit, il me rappelle un pilote que j'aime bien, Patrick Carpentier. Pourtant, il y avait eu de petits conflits dont on se rappelle, mais enfin bref, c'est oublié, c'est derrière nous. Alors, il espère qu'il pourra faire aussi bien que Patrick Carpentier. Alexandre Tagliani derrière la voiture de sécurité, voiture de tête, se sent bien entouré, Alexandre, cette année. Bertrand, il est très reconnaissant envers le docteur Claude Clément, Vincent Chiara, Richard Spenard, et évidemment son ingénieur, et ce qui est toujours très important dans toutes les circonstances de la vie, la personne à vos côtés, Tania. Il a dit surtout que
Je parle de Tania qui m'apporte beaucoup de belles choses. Voilà, la course est relancée. On roule à nouveau dans les rues de Long Beach et espérons qu'on le fera de façon continue maintenant. Oh là, c'est Lazzaro qui est immédiatement derrière Taliani. Va-t-il tenter par la gauche et par l'extérieur? Voyons voir, surveillé du côté droit. Taliani réussit à garder sa position et Bill Oberlin s'est présenté à l'intérieur. Il y a presque eu contact. Et bien, il reste 2 tours seulement à cette course. Alors Lazzaro donne tout là pour aller chercher Taliani. Oh, et regardez, tout près derrière les 2 pilotes à la limite. Quelle fin de course! Attention, directement derrière. Il va déboîter vers la gauche. C'est presque côte à côte et on a eu l'impression que les roues sont venues à quelques centimètres de se toucher. À l'intérieur du virage, c'est côte à côte, roue dans roue, mais Taliani a l'avantage et réussit à résister à son poursuivant. Et regardez Oberlin qui veut être de la partie également. Et Joao Barbosa qui se présente tout près derrière. Il a Case Montgomery derrière lui. Il est 5e maintenant, Bertrand Montgomery. Mais Mo Gidley est là aussi, tout près derrière. Barbosa qui a presque touché Oberlin au virage en épingle. Drapeau blanc, c'est le dernier tour de l'épreuve. Oh, Taliani s'est donné une bonne avance. Il est bien sorti du virage en épingle. Bonne accélération. Et regardez derrière également, c'est Montgomery et Barbosa. Ben, c'est une spectaculaire remontée pour Montgomery. Et on a vu Steve Knapp également au départ de Mimo Gidley. Ben, il faudrait être partout à la fois pour suivre ce qui se passe sur la piste. Taliani qui a réussi à larguer un petit peu Anthony Lazzaro. Et Lazzaro doit se méfier de lui-même. Alors il est pris un peu en sandwich là et doit penser peut-être à la première place et doit préserver derrière. Oh, c'est Kenny Wilden. Sortie de piste pour Kenny Wilden. C'est terminé pour lui, semble-t-il. Quelle fin de course! Taliani, Lazzaro, Oberlin qui va réussir peut-être à prendre l'intérieur, non. Et voilà au virage en épingle, Barbosa avec Oberlin, les 2 voitures sont côte à côte. On présente le drapeau à damier. Alexandre Taliani l'emporte devant Anthony Lazzaro. Bill Oberlin va terminer devant Joao Barbosa. Une superbe fin de course. Et quelle performance d'Alexandre Taliani qui a toutes les raisons au monde d'être heureux et d'être fier de lui surtout. Mais il ne faut pas oublier, Bertrand, qu'il y a toujours cette possibilité très nette maintenant de ne même pas pouvoir le voir à Nazareth sur le circuit ovale avec la menace imminente là, du retrait de Players et de tout son programme de support des pilotes canadiens, vu le projet de loi C-71. Alors ça, c'est toujours cette épée de Damoclès qui plane au-dessus de la tête des jeunes pilotes canadiens. Alors c'est, comme on dit, sensation douce amère en même temps avec cette victoire spectaculaire et ce qui malheureusement pourrait complètement freiner et annuler ce qui a été bâti en sport automobile au Canada au cours des dernières années. Surtout que Taliani n'avait pas de volant au mois de janvier. Hein. C'est vraiment Players qui est venu le chercher avec une 2e voiture au sein de l'écurie Forsythe. Et ça a sauvé sa carrière parce qu'il n'avait pas de volant au mois de janvier. Bon, alors, ceci dit, profitons quand même, avec Alexandre Taliani, de cette victoire d'aujourd'hui. C'est un moment qu'on n'oublie jamais dans une carrière en sport automobile. Et elle est probablement le prélude à bien d'autres moments de succès pour les mois et les années à venir également. Voici le classement final. Restez avec nous, chers amis. Nous serons de retour dans quelques instants. Classement final de l'épreuve de Long Beach. Taliani, Lazzaro, Oberlin, Barbosa et Steve Knapp terminera 5e. Case Montgomery finalement 10e avec ce tête à queue à la toute fin. Allons retrouver tout de suite Didier. Alors Alexandre Taliani qui descend bien sûr de sa voiture et on comprend pourquoi. C'est un pilote heureux. Oui, il lève les bras au ciel et à la suite d'une performance qui, ma foi, a été assez exceptionnelle, surtout dans les derniers tours. On attend bien sûr qu'il enlève son casque. Alors le voici qui s'amène. Il y a un gros sourire en dessous de ce fameux casque, là c'est certain. Et il y a les yeux pétillants, ça c'est sûr. Alexandre, les 2 derniers tours sans doute les plus longs de cette jeune carrière en Formule Atlantique. Ah oui, c'est un événement spécial pour moi parce que l'an dernier, à ma 2e course à vie en Atlantique, j'avais bien fait sur le circuit. Et puis avec tous les problèmes qu'on a eu pendant le week-end, je dois remercier un membre d'une autre équipe qui est mon ancienne équipe P1 qui m'a donné un coup de main
à réparer la transmission, qui était le gros problème pour nous ce week-end. Puis l'équipe Players Foresight a fait un travail incroyable. Ils se couchent tard à tous les soirs. Puis Neil, tout le monde, je remercie tout le monde. Puis ma grand-mère qui m'a donné de l'eau bénite pour bénir mon auto, ça a marché. Alexandre, le dernier tour a été, pendant qu'on voit Jacques, bien sûr, venir le féliciter, Alexandre, le dernier tour a été quand même, je dirais pas facile, mais il y avait des difficultés pour tenter un dépassement, mais l'avant-dernier, on a dû protéger. Ah oui, j'ai protégé parce que, écoute, je jouais avec les barres, puis je savais que j'étais plus vite à certains endroits. Et puis, Anthony, pouvant profiter de l'aspiration, c'est sûr qu'il y avait un certain avantage en ligne droite, mais il le reperdait tout de suite en virage. Donc, j'ai voulu protéger pour être capable d'être devant dans les virages où j'étais plus rapide que lui. De la part de tous, félicitations. Bravo! Et superbe performance. Toute une performance également pour Joao Barbosa, l'un des bons animateurs du spectacle d'aujourd'hui qui lui vaut le prix Superformant Yokohama. Avec notamment des manœuvres comme celle-ci aux dépens de Tony Harvey. Retournons tout de suite à Didier. Un geste fort sportif de la part d'Anthony Lazzaro. Anthony, what a race, and those two last laps, you tried everything you had. I'll tell you what, it was really close, and once again, me and Alex had a hell of a race, but I gotta tell you what, I really thank Team Platinum and the Performer car. They gave me a great car today, but hats off to Alex and his crew. It was an exciting race. It's looking good for the championship so far. It's very early in the season, but for points, it's very good. This is what I needed. I needed some consistency. I'm on the podium again. I had the 2 ovals, and you guys know what I can do on an oval. Congratulations. Thank you. Alors, Anthony Lazzaro a dû une belle course avec Alexandre Tagliani, mais une course sage. Il a amassé des points dont il a besoin s'il veut gagner le championnat. Merci Didier. Mais parlons de championnat. Voici le classement après 2 des 12 épreuves de cette saison. Donc, Alexandre Tagliani se présente tout près du premier rang. 7 points de retard seulement sur Anthony Lazzaro. La meilleure recrue, Memo Gidley jusqu'à maintenant. Retournons à Didier. Presque une 3e position. C'était presque une 3e. La course était très bien pour moi. C'est dommage tant de tours avec le drapeau jaune. Mais la prochaine fois, j'espère d'être en le podium. Félicitations, beau travail. Merci. Nos prochains rendez-vous, RDS vous présente le Grand Prix de Formule 1 de Saint-Marin, les qualifs le 26 avril 7h, la course le 27 à 8h. Prochaine épreuve de la Formule Indy Molson X, celle de Nazareth, 14h en direct le 27 avril. Siricool Toyota Atlantique, l'épreuve de Nazareth le 4 mai à 19h. Ici Pierre Houd, au nom de Bertrand Houle, Didier Scranen et toute l'équipe, au revoir et bravo encore une fois à Alexandre Tagliani.